Alors aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire de Jeanne d'Arc, une figure qui, en l'espace de 2 ans à peine, va passer de simple paysanne à chef de guerre pour finir par devenir une sainte. C'est une des trajectoires les plus extraordinaires de toute l'histoire et on va essayer de comprendre comment tout ça était possible. Et voilà la question, le grand paradoxe qui fascine depuis des siècles. Comment une jeune fille, sans aucune éducation, sans aucune expérience, a-t-elle pu faire tout ça? Pour commencer à y répondre, il faut d'abord se remettre dans le contexte de l'époque. Pour bien saisir l'ascension absolument fulgurante de Jeanne, il faut donc qu'on se représente la France du début du XVe siècle. Et franchement, le tableau n'est pas joli à voir. C'est un royaume fracturé qui est au bord de l'effondrement. Cette carte, elle parle d'elle-même. La France de 1429, c'est un royaume au bord du chaos. Ça fait des décennies que la guerre de Cent Ans fait rage. En gros, tout le nord du pays est contrôlé par les Anglais et leurs alliés, les Bourguignons. Le Sud, lui, reste fidèle au dauphin Charles, l'héritier du trône, mais le moral est au plus bas. Le pays est vraiment à genoux. Et c'est là, au milieu de tout ce désordre, qu'une jeune paysanne d'un petit village du nom de Domrémy commence à dire qu'elle entend des voix divines. Elle est persuadée que ce sont l'Archant Michel, Sainte Catherine et Sainte Marguerite qui lui parlent directement. Et ils ont une mission pour elle. Et sa mission, eh bien, c'est pas rien. C'est carrément de chasser les Anglais hors de France et de faire en sorte que le dauphin, Charles VII, soit couronné roi à Reims. Une mission qui paraît complètement folle, surtout pour une jeune fille qui ne vient de nulle part. Et pourtant, aussi incroyable que ça puisse paraître, elle ne va pas seulement y croire, elle va y arriver. C'est le début d'une épopée militaire et politique qui va absolument tout changer. Alors là, il faut vraiment s'imaginer la scène. Jeanne, qui n'a que 17 ans, débarque à la cour de Chinon après un périple assez dingue. Et elle arrive à faire quoi? À convaincre le dauphin Charles, qui doutait lui-même de sa propre légitimité, de le confier une armée. Sa première mission, aller libérer Orléans, une ville absolument stratégique qui est assiégée depuis des mois. Et ce qui va suivre est tout simplement stupéfiant. En à peine 9 jours, elle lève le siège d'Orléans. Un exploit que tout le monde pensait impossible. Ensuite, elle enchaîne les victoires, Jargeau, Beaugency et surtout la bataille décisive de Patay. Elle transforme une armée complètement démoralisée en une machine de guerre. Pas tant par sa tactique, mais par une foi, une énergie qui soulève littéralement tout le monde. Mais attention, toutes ces victoires militaires, elles ont un but bien précis, emmener Charles à Reims. Pourquoi Reims? Parce que c'est là, traditionnellement, qu'on sacre les rois de France. Le couronnement, c'est le symbole ultime de sa légitimité. Et Jeanne est là, à ses côtés, son étendard à la main, au sommet de sa gloire. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là, sur cet apogée, l'héroïne a accompli sa mission. Mais le destin, surtout à cette époque, peut basculer en un clin d'œil. Et pour Jeanne, la chute va être aussi rapide que l'ascension. Et en effet, moins d'1 an après, Reims, tout s'effondre. Pendant le siège de Compiègne, elle est capturée par les Bourguignons, qui, sans hésiter, la vendent à leurs alliés, les Anglais. Pour eux, c'est une occasion en or de détruire le symbole du renouveau français. Et c'est là qu'on voit toute l'hypocrisie de son procès. Sur le papier, les accusations sont religieuses. On parle d'hérésie, de sorcellerie, on lui reproche de porter des vêtements d'homme. Mais en réalité, le but est 100% politique. Il faut la discréditer pour discréditer le roi qu'elle a fait couronner. Si Jeanne est une hérétique, alors le sacre de Charles VII est l'œuvre du diable et sa couronne ne vaut rien. Et pendant ce procès, face à des juges qui sont les plus grands théologiens de l'époque, Jeanne, qui je rappelle ne sait ni lire ni écrire, fait preuve d'une intelligence et d'une répartie incroyable. On lui pose cette question piège. Êtes-vous en état de grâce? Si elle dit oui, c'est de l'orgueil. Si elle dit non, elle s'accuse. Sa réponse est juste géniale. Si je n'y suis, que Dieu m'y mette. Et si j'y suis, que Dieu m'y garde. Le tribunal est sans voix. Elle a seulement 19 ans. 19 ans. Il faut laisser ce chiffre résonner un instant. Finalement, après un procès qui était joué d'avance, ces juges la piègent une dernière fois. Ils la déclarent relapse, c'est-à-dire retombée dans l'hérésie, en la forçant à remettre des habits d'homme. Et la sentence est terrible. Elle est brûlée vive à Rouen le 30 mai 1431. L'histoire de Jeanne aurait pu et aurait dû s'arrêter là, dans les flammes du bûcher de Rouen. Mais en fait, sa mort n'est que le début d'une toute autre histoire, celle de sa renaissance. Et regardez ce qui se passe ensuite. C'est un retournement de situation incroyable, qui va prendre presque 500 ans. En 1431, elle est exécutée comme hérétique. Mais dès 1456, son procès est annulé. Et puis, bien plus tard, en 1909, l'Église la béatifie, avant de la canoniser, c'est-à-dire d'en faire une sainte, en 1920.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que 25 ans après sa mort, la guerre est finie et les Français ont repris Rouen. C'est sa propre mère, avec le soutien du roi Charles VII, qui va demander un nouveau procès, en réhabilitation cette fois. Et là, on met à jour toutes les magouilles du premier jugement, les pressions politiques, les faux témoignages. Le verdict est cassé, déclaré nul. Son honneur est enfin lavé. Alors, aujourd'hui, qui est Jeanne d'Arc ? Au-delà de l'héroïne de guerre, au-delà de la sainte, son héritage est devenu quelque chose d'immense, de très complexe et parfois même de contradictoire. Ce dessin est assez incroyable. C'est la seule représentation d'elle faite de son vivant, par un greffier qui, en fait, ne l'avait jamais vue. Il dessine d'après ce qu'il entend. Ça montre bien comment, déjà à l'époque, la personne réelle commence à se transformer en mythe, en légende. Et c'est ça, la clé pour comprendre son héritage. Jeanne d'Arc, elle appartient un peu à tout le monde. Bien sûr, c'est un symbole national français, c'est une sainte pour les catholiques, mais pour d'autres, c'est une des premières icônes féministes. Et politiquement, alors là, elle a été revendiquée par tous les bords, de l'extrême droite jusqu'à la résistance communiste pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors au final, qui est-elle ? Héroïne, sainte ou symbole ? Peut-être que la vraie réponse, c'est qu'elle est tout ça à la fois. Et c'est justement cette complexité qui la rend si puissante et si pertinente, encore aujourd'hui. Elle nous oblige à nous questionner sur la foi, le courage, l'identité nationale et surtout sur la manière dont on fabrique nos héros.